Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un projet architecturel et culturel qui a vraiment marqué les esprits, le pavillon du Maroc à l'Expo 2020 Dubaï. Ah oui, un projet assez emblématique. Tout à fait. On a devant nous pas mal de documents, des rapports, des articles techniques pour essayer de décortiquer ce bâtiment fascinant. Mhm. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essence de ce qui a fait son succès. Comment est-ce qu'il a réussi à marier cette tradition ancestrale et une vision d'avenir? C'est la grande question, en effet. Allez, c'est parti. Alors, pour situer, il était dans le district Opportunité, un pavillon conçu par Walalou plus Choix, plutôt imposant. Oui, assez haut, une trentaine de mètres, je crois. C'est ça, entre 33 et 37 mètres selon les sources. Et un thème central fort, hein, héritage pour l'avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable. Ça donne le ton. Carrément, un beau programme. Et l'impact visuel, il était immédiat, n'est-ce pas? Oui, Ces 22 volumes-là empilés, ça rappelait vraiment les villages traditionnels en pisé. oui, on pense tout de suite à ça. Mais le truc vraiment spectaculaire, c'était cette façade monumentale. 4000 mètres carrés en pisé. C'est énorme. Oui, la terre crue compactée. Une technique ancestrale. Et apparemment, c'était la plus grande façade en pisé au monde. Ah oui, quand même. Et techniquement, comment ils ont fait ça à cette échelle? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas du pisé coulé sur place classiquement. C'était du pisé préfabriqué. Ah d'accord, des blocs préfabriqués. Voilà, des grands panneaux en gros qui ont ensuite été assemblés sur une ossature en béton. Ça a dû être un sacré défi technique, mais ça permettait sans doute plus de rapidité, de contrôle. Oui, j'imagine. Et au-delà de l'esthétique, ce choix du matériau, le pisé, il avait une autre fonction, non? Plus écologique? Exactement. Et là, on touche à l'approche durable du projet. Absolument. Parce que ces murs très épais en terre crue, ils ont une inertie thermique naturelle assez incroyable. Mhm. Ce qui est crucial à Dubaï, avec la chaleur qu'il fait. Ça agit un peu comme une climatisation passive, quoi. Ça lisse les températures. C'est malin. Très malin. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi la cour intérieure, le Wastedar, pensé pour la ventilation naturelle. Ah oui. Plus des éléments comme des façades intérieures en bois qui faisaient office de brise-soleil. Donc tout ça mis bout à bout. Ça réduit le besoin de clim artificiel. Exactement. Et le résultat, c'est que le bâtiment était conforme aux normes LEED. LEED, c'est la certification américaine pour les bâtiments durables, c'est ça? C'est ça, une référence internationale. Donc on voit bien ici comment la tradition, le savoir-faire ancestral du pisé devient un atout pour la haute technologie écologique. C'est pas opposé, ça se renforce. C'est une belle démonstration, oui. Et l'expérience à l'intérieur pour le visiteur, comment ça se passait? Alors le parcours était assez original aussi. On ne rentrait pas par le bas pour monter. Ah non? Non, on montait d'abord tout en haut, au 7e étage, et ensuite on redescendait progressivement par une longue rampe continue. D'accord. Cette rampe, elle serpentait à travers les 14 espaces d'exposition. L'idée, c'était un peu une rue intérieure, une sorte de médina verticale. Une médina verticale. L'image est très parlante. Ça devait être assez immersif. Oui, et ça guidait le visiteur à travers les grands thèmes, le dynamisme marocain, les talents, l'engagement pour la planète. On parlait de Nour Ouarzazate, la centrale solaire, j'imagine? Par exemple, oui. Et puis plus largement, le progrès du Maroc vers un avenir moderne et durable. Et dans ce parcours, il y avait des choses interactives, un peu marquantes? Oui, il y a eu notamment une œuvre qui a fait parler d'elle, Reveal Africa de Hassan Darsi. Racontez-nous. C'était une installation, une grande carte de l'Afrique faite avec des milliers de petits bâtonnets de bois. Mais quand on la regardait directement, c'était assez abstrait. D'accord. Et la révélation, elle se faisait uniquement à travers l'appareil photo d'un smartphone. Là, l'image devenait LED, la carte apparaissait. Ah, c'est intéressant ça. Oui, c'est assez fascinant comme concept. Et ça pose une question, je trouve, comment la technologie, le numérique, peut non seulement coexister avec l'héritage, mais carrément le révéler, lui donner une autre dimension, un autre sens. C'est une belle métaphore du thème héritage pour l'avenir, en fait. Complètement. Et visiblement, ce mélange de tradition, de modernité, d'écologie, d'interactivité, ça a plu. Les chiffres sont assez éloquents. Oui, on parle de plus de 800 000 visiteurs, c'est ça. C'est ça. Plus de 800 000, un vrai succès populaire et la reconnaissance des professionnels a suivi. Mhm. Il y a eu le Golden Award pour le meilleur design intérieur, qui saluait la scénographie de l'agence Avant-Scène. Oui, de Myriam Abixer. Exactement. Et une nomination pour le prix Arch Daily Building of the Year. Ce n'est pas rien.
Non, c'est une belle reconnaissance. Et il faut aussi replacer ce succès dans un contexte plus large. On est en pleine période de relance post-pandémie. Oui, exact. Et le pavillon, il a aussi servi de plateforme économique majeure pour le Maroc. C'était une vitrine stratégique. C'est là qu'ils ont lancé Morocco Now, la marque d'investissement. Tout à fait. C'était le moment choisi pour lancer cette initiative et on voyait bien qu'il y avait un effort coordonné derrière entre le public, la MDA, l'agence d'investissement, et des acteurs, disons, semi-publics ou privés très importants comme l'UMCP, l'Université Polytechnique, ou le groupe OCP. L'Office chérifien des phosphates. Voilà. Donc, un vrai effort concerté pour positionner le Maroc comme une destination attractive pour les investissements. Une vitrine culturelle et architecturale, mais aussi une plateforme économique donc. Et après l'expo, qu'est-ce qui devient ce bâtiment? Souvent, ces pavillons sont démontés, non? C'est souvent le cas, mais là, l'histoire est intéressante. Dès le départ, une après-vie avait été pensée pour le bâtiment, ce qui est déjà assez remarquable. Ah oui! Et quelle était l'idée initiale? Apparemment, les premières pistes allaient vers une reconversion en complexe résidentiel. Des appartements, peut-être. Logique, on pourrait dire, vu l'emplacement à Dubaï, mais finalement, ce n'est pas ce qui va se faire. Bah non, justement. Le projet a évolué. Et la décision a été prise de transformer le pavillon en maison des arts. Ah, un pôle culturel permanent. Exactement. Et ça, c'est un choix fort, je trouve. On privilégie la culture, le symbole, sur une rentabilité immobilière peut-être plus immédiate. Ça montre que le bâtiment a acquis une valeur symbolique qui dépasse sa fonction première pendant l'expo. Tout à fait. Il incarne vraiment, et de manière durable cette fois, ce thème héritage pour l'avenir. Il devient un emblème. Alors, si on essaye de synthétiser un peu cette plongée, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, une architecture audacieuse qui réinterprète le Pisé de façon magistrale. Oui, un mariage réussi de tradition et d'innovation technique. Ensuite, une conception durable vraiment pensée dès le départ, intégrée, pas juste plaquée dessus, Très important ça. avec le Pisé comme élément clé. Un parcours visiteur narratif, immersif, cette idée de médina verticale, c'était fort. Puis la reconnaissance internationale, les prix, le succès public. Et cet impact économique et stratégique pour le Maroc. Oui, une opération très complète en fait. C'est ça. Et cette transformation finale en maison des arts, ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour finir. Oui, Et ça nous amène à nous demander, au-delà du succès d'un événement comme une exposition universelle, comment est-ce qu'un investissement architectural, culturel, aussi audacieux, peut réussir à s'ancrer dans le temps? Comment il peut devenir un symbole qui continue de porter une vision, un message, bien après la fin de l'événement? c'est une bonne question. C'est peut-être ça, finalement, le véritable héritage pour l'avenir, dont parlait le thème du pavillon. Cette capacité à durer et à continuer d'inspirer.